On va vous demander de reprendre place parce que L'heure tourne. l'heure tourne. Nous sommes en retard. C'est pas l'heure, c'est la Terre qui tourne, mais elle nous donne l'heure. Bien, nous reprenons parce que nous avons pris un peu de retard pour accueillir dans cette deuxième partie de matinée Sylvain Kahn. Merci Sylvain d'être ici et d'avoir accepté de venir malgré un programme très chargé, comme Michel d'ailleurs, pendant tout le FIG. Sylvain Kahn donc, est l'incarnation de l'histoire trait d'union géographie ou de l'histoire et de la géographie, puisqu'il est agrégé d'histoire, docteur en géographie et professeur à Sciences Po Paris. Alors Sylvain a accepté de venir pour une mini-conférence autour de la question de la relance européenne après le Covid. Peut-on parler de relance européenne ? Voilà Sylvain, merci beaucoup. Et puis après, nous débattrons et nous approfondirons plusieurs des thèmes à la fois évoqués par Michel Fouché, par toi-même. Merci. Merci, merci de votre invitation, merci de votre accueil. Je suis en plus très ému de parler après Michel, parce qu'on n'est pas tout à fait de la même génération. Et quand j'étais étudiant et jeune prof, et encore aujourd'hui, prof un peu plus chevronné, malheureusement le temps passe, Michel Fouché et ses écrits et son action reste toujours pour moi, comme quand j'étais étudiant encore aujourd'hui, une source d'inspiration et de très très grande stimulation intellectuelle. Donc, bon, d'abord, je suis très honoré d'être invité à ses côtés par Laurent et Catherine. Bon, dans le FIG, évidemment, qui est cette année où le pays invité est l'Europe. Donc moi, ça me fait très plaisir puisque c'est mon objet de recherche. Et juste pour, en préambule, pour compléter, enfin non pas compléter, disons, mais pour aller dans le sens du sillon creusé par Michel, moi, ce qui fait que je suis vraiment, disons que je suis un historien un peu défroqué qui a décidé de basculer dans la géographie. Alors évidemment, je fais moins de terrain que certains très grands géographes, dont Michel Fouché fait partie. Je suis resté un peu plus, on va dire, un géographe de cabinet, hein, comme on le voit sur le fameux tableau de Vermeer. Bon, ça ne m'empêche pas de faire un peu de terrain quand même, mais ça, c'est sûrement parce que j'ai cette origine historienne et les historiens peuvent toujours se la raconter. C'est vrai que on est à Saint-Dié, on est entre nous. Ils sont quand même beaucoup moins bons vivants. Et non, mais c'est vrai, c'est une des raisons aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il m'a semblé que la géographie, en tant que société, c'était quand même beaucoup plus stimulant et beaucoup plus satisfaisant, même si, et les propos de Michel Fouché, comme ses écrits le montrent sans arrêt, on se sert, on se nourrit, bien entendu, des connaissances historiques. Mais fondamentalement, je veux dire, sur le fond, il m'a semblé que dès lors que je m'intéressais à l'Europe et qu'on s'intéresse à l'Europe en sciences sociales, un jour il m'est apparu, et c'est encore une fois, moi j'ai fait mon master, alors à l'époque on disait DEA, à l'Institut français de géopolitique, qui ne s'appelait pas encore comme ça, dont Michel Fouché était déjà un des piliers avant qu'il quitte Paris et Saint-Denis pour aller à Lyon. Donc c'était Lacoste et Gibelin qui dirigeaient ça, qui l'avaient fondé. Il m'a semblé à un moment donné, j'ai eu un peu comme ça, comme vous savez, des fois on a des espèces... On se dit, tiens, là, je crois que j'ai compris quelque chose, et il m'est apparu que l'Europe, qui m'intéressait énormément, était vraiment un objet géographique, avant d'être autre chose. Hein, évidemment, on peut s'intéresser à l'Europe, et on le fait du point de vue de la science politique, du point de vue des relations internationales, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la sociologie, bref, du point de vue de toutes les sciences sociales. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la géographie, on se demandait, ou plutôt on disait qu'il fallait arrêter, qu'il fallait qu'on soit fiers de nous, et donc on arrête de considérer notre discipline comme une discipline carrefour, hein, pour se l'approprier. Mais vous savez, l'Europe, et ça on le voit très très bien dans les milieux universitaires, l'Europe, si vous voulez, c'est pas une discipline, c'est pourtant un objet tout à fait, on va dire, noble. Et donc, en fait, comme on est très très peu à l'université
à avoir l'Europe comme objet de recherche et d'enseignement, en fait, on se réunit entre nous, quelles que soient nos disciplines. Et donc, de fait, on est un peu obligé de s'intéresser aux approches venues d'autres disciplines. Mais néanmoins, tout en étant très content de travailler ou de converser avec des gens qui viennent d'autres disciplines, je suis de plus en plus convaincu que l'Europe est un objet géographique. Alors, je peux dire en 2 mots juste pourquoi, parce que je pense que ça peut, j'espère que ça peut vous intéresser et également dans la manière dont vous appréhendez l'Europe avec vos élèves et pour vos élèves, parce que à tout prendre, même si c'est pas comme ça que les dirigeants politiques ou que les historiens le racontent, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne ? C'est tout simplement un projet par lequel on crée un nouveau territoire, un territoire qui n'existait pas. Hein, comme Michel l'a dit tout à l'heure, l'Europe, c'est des institutions, et comme le dit Paul Magnette, qui a été pendant 15 ans un politiste qui était, disons, le politiste le plus fameux de sa génération avant de basculer dans la politique. Hein, il est devenu bourgmestre de Charleroi, il est le leader du Parti socialiste wallon. Il a écrit un bouquin qui est un classique, un manuel que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Cairn, donc il n'y a même plus besoin d'aller en librairie pour le lire, d'accord, qui s'appelle le régime politique européen. Hein, c'est-à-dire que, en fait, l'Union européenne, ce n'est qu'un régime politique. Hein, puisque c'est pas à proprement parler ou au sens classique un pays, d'accord, hein, c'est-à-dire que si vous enlevez les institutions dont parlait Michel tout à l'heure de l'Europe, eh ben, l'Union européenne disparaît. Si vous enlevez ou si vous changez les institutions de la France, de l'Espagne ou de la Lettonie, il y a toujours un peuple français, un peuple espagnol, un peuple letton, en tout cas, pour autant qu'on puisse en juger ou l'estimer pour les années à venir. Donc l'Europe, la création d'abord en 50 avec la CECA, puis en 57 avec la CE, il s'est agi de créer un nouveau territoire. Bon, comment ? En mutualisant des frontières d'États-nations. Hein, et en mutualisant des politiques publiques, c'est-à-dire en faisant quelque chose qui, dans les représentations qu'on peut se faire en tant que citoyen ou en tant que dirigeant politique, ou en tant que dirigeant syndical, ou en tant que dirigeant économique, patronal, dans les représentations qu'on se fait d'une politique publique, en général, on dit, bon ben voilà, nous, on va faire en sorte que cette politique publique permette d'organiser, si possible, d'améliorer la vie de la société du pays qui nous concerne, et on va le faire entre nous. Sauf que là, il s'agit, en 1950, avec la production du charbon et de l'acier, puis en 1957, avec la production de tous les domaines de la vie économique, de mutualiser ces politiques publiques. C'est-à-dire qu'en gros, on décide, et pour un État-nation, qui plus est un État-nation comme la France, ça peut paraître, avec le recul, complètement incroyable, pour ne pas dire complètement hérétique, on décide qu'un certain nombre de politiques publiques vont, à partir de maintenant, 1950-1957, être élaborées, décidées avec nos voisins. C'est-à-dire, en gros, on dit, bon, s'agissant par exemple de la production des voitures ou de la production agricole, dont il était question tout à l'heure, eh bien, on va décider des conditions d'encadrement juridique et de circulation de ces productions après avoir discuté avec nos voisins. Donc, on va... Alors, moi, c'est pour ça que depuis plusieurs années déjà, je préfère parler de mutualisation de souveraineté plutôt que de transfert ou de délégation. Parce qu'en réalité... dans transfert ou dans délégation, il y a l'idée qu'on se dessaisit de quelque chose, qu'on le confie à quelqu'un d'autre, comme si, comme dans Mars Attacks de Tim Burton, on voyait la planète, on voyait une soucoupe volante arriver, se mettre au-dessus de nous, et nous prendre la souveraineté. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'exercer notre souveraineté nationale en commun avec d'autres, et en même temps que les 5 autres au départ, et aujourd'hui les 26 autres, ont leur mot à dire sur ce qu'on fait chez nous, nous avons notre mot à dire sur ce qu'on fait ou sur ce qu'ils font chez eux. Voilà. Et donc, ça, c'est la première raison pour laquelle l'Europe est un objet géographique. La deuxième, c'est que, en réalité, même si ça n'apparaît pas dans les textes, ni dans la CECA, ni dans le traité de Rome, ni même dans le traité de Maastricht, ou à peine, la création de l'UE organise la mobilité. On pourrait dire même que ce n'est que ça. Il s'agit d'organiser les conditions de la fluidité, de la mobilité des travailleurs, et maintenant, depuis 1992, des personnes, mais aussi des biens, des services et des flux financiers. Voilà. Hein. Donc,
je sais bien que les responsables politiques ou les hauts fonctionnaires ou les commissaires qui sont des responsables politiques le présentent rarement comme ça. Je sais bien que les historiens ou les politistes ne le présentent pas comme ça, mais il me semble, ça peut être évidemment débattu, que objectivement, la création de l'Europe, et puis ça fait quand même 70 ans que ça dure maintenant, c'est-à-dire c'est quand même plus ancien, plus vieux entre guillemets que la Ve République, c'est quasiment aussi vieux que la République fédérale d'Allemagne, c'est plus vieux que que la monarchie constitutionnelle espagnole. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, on finit par se rendre compte que cette Europe, elle est là, elle est installée dans la durée, il y a des tas de trucs qui vont pas, mais finalement elle tourne. Et il ne s'agit rien moins d'autre que d'organiser finalement de la mobilité, de la circulation et de la mobilité. Voilà. Donc il me semble que finalement, c'est nous les géographes, ou c'est en géographe qu'on est le mieux placé, si vous voulez, pour appréhender cette construction européenne, qui effectivement est un objet territorial très très atypique, surtout si on est dans la durée courte. Et c'est pour ça que souvent, j'ai un peu l'impression que les historiens ne sont pas les mieux outillés pour comprendre l'Europe, parce que c'est les géographes qui font la géohistoire, c'est pas les historiens. Alors évidemment, si on compare le fonctionnement de l'Union européenne et le territoire créé avec l'Union européenne au territoire des États-nations, on a l'impression, surtout vu de France, ou vu d'Espagne, ou vu du Portugal, voire même vu du Royaume-Uni, qu'on a affaire à quelque chose de très transgressif, qui colle pas. On pourrait presque dire que c'est comme une discordance sur une surface d'aplanissement. On comprend pas trop. Mais en réalité, si on se place dans le temps long, on se rend compte que l'idée qu'il puisse y avoir des emboîtements d'échelle, des articulations de souveraineté entre des niveaux locaux, des niveaux étatiques, et des niveaux supra-étatiques, c'est quelque chose qui, dans les cultures territoriales des Européens, a été expérimenté à de très nombreuses reprises dans l'histoire longue. Michel Fouché, tout à l'heure, parlait des empires, et effectivement, on oublie souvent que le moment où les États-nations, si on prend des cartes d'Europe, le moment où les États-nations ont vraiment occupé toute la carte d'Europe, c'est très court. C'est entre 1919, ou c'est depuis 1919. On pourrait dire c'est entre 1919 et 1957. Parce que depuis 1957, sur une carte d'Europe, il y a toujours les États-nations, sauf qu'il y a aussi la construction européenne. Et si on suit Pascal Orsier, il y a ce système territorial européen, puisque Laurent parlait de géoconfluence tout à l'heure, Pascal Orsier met à jour chaque année le système territorial européen, et on voit bien qu'au-delà des 6 et des 27, c'est quasiment 40 pays qui sont organisés à partir de la manière dont l'Union européenne crée du territoire. La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein et la Suisse sont certes pas dans l'Union européenne, mais comme elles sont dans le marché unique, on pourrait dire, c'est une formule, c'est une image évidemment qui n'est pas exacte, on pourrait dire que ces pays-là sont à 75% membres de l'Union européenne. On pourrait dire que la Turquie est à 40% membre de l'Union européenne puisqu'elle est en union douanière. On pourrait dire que même le Vatican, puisque le Vatican utilise l'euro, est à 30% membre de l'Union européenne, etc. Donc il y a vraiment un système territorial européen et qui en fait fait écho à des types de constructions territoriales politiques qui ont pu être expérimentés dans l'histoire médiévale, dans l'histoire moderne, et puis, de fait, jusqu'en 1914, la territorialité de type stato-national, elle était prégnante ou dominante seulement dans une toute petite partie de l'Europe. Voilà. Donc, dans une certaine mesure, l'Union européenne renoue, si vous voulez, favorise le fait qu'on redécouvre qu'il y a une diversité des cultures territoriales chez les Européens, et que grâce à l'Union européenne, on se permet, disons, de faire vivre cette diversité, à la fois géographique et à la fois historique, et d'en tirer bénéfice. Voilà, chacun. Et donc j'en viens à la relance. Parce qu'effectivement, les historiens ont coutume de dire, et ils s'appuient ou ils s'abritent derrière une phrase qu'on prête à Jean Monnet, qui aurait dit plutôt que l'Europe se fait dans les crises. Voilà. Bon. Et donc, chez les historiens de la construction européenne, je pense en particulier à M. Gerbet, il y a un peu cette idée que
les grands épisodes de crise de la construction européenne ont tous été suivis de ce qu'on appelle, nous le savons tous, des épisodes de relance. Relance de la construction européenne qui se traduisent donc par des approfondissements. Approfondissements, donc on en fait plus dans la supranationalité et dans la mutualisation des politiques publiques et où on s'élargit. Voilà, bien. Alors, classiquement, on considère qu'il y a eu 3 ou 4 grands épisodes crise-relance. Il y a bien évidemment la crise échec de la CED suivie par la relance de Messine en 1956 qui débouche sur le traité de Rome. Voilà, alors que au moment de la crise de la CED, Adenauer avait dit c'est le jour le plus funeste de toute l'histoire des Européens. Il ne s'attendait pas du tout à ce que 3 ans plus tard, il y ait une relance très très large. Bon, on considère que la crise de la chaise vide a été suivie par la relance du Conseil européen de La Haye en 69, qui permet à la fois l'élargissement à neuf, le règlement de la PAC et le lancement, on l'oublie souvent, du projet d'union économique et monétaire qui aurait dû aboutir en 1980 si Nixon n'avait pas détruit le système monétaire international en 1971. Ensuite, on a un troisième gros blocage qui est lié à Thatcher, qui bloque les avancées de la construction européenne et l'adoption du budget. Et cette troisième relance, c'est celle du Conseil européen de Fontainebleau, avec Mitterrand, Kohl et Delors. Et on peut considérer enfin qu'il y a une 4e relance, alors c'est pas suite à une crise, mais face à un défi, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, qui sont suivis par le traité de Maastricht. Voilà. Bon. Et puis, patatras, si j'ose dire, on arrive en 2005, et entre 2005 et 2021, ou 2020, on rentre dans une décennie de crise, dont on finit par comprendre quelle est finalement la plus profonde. Pourquoi ? Parce que, à la différence des crises précédentes, elle mêle plusieurs registres de crise. Voilà, on a d'abord une crise qu'on va appeler politique et démocratique avec l'échec du traité constitutionnel européen qui est progressivement suivi par la montée des populismes et des droites radicales. Alors je dis bien montée qui finalement reste, on va dire, contenue. Mais il y a quand même un certain nombre de pays où les droites extrêmes, radicales, souverainistes, illibérales arrivent au pouvoir pour des périodes plus ou moins longues, 16 mois en Italie, 18 mois en Autriche, 10 ans en Hongrie, 5 ans en Pologne. Bon, voilà. Derrière ça, il y a la fameuse crise, qui est d'abord une crise du système financier et bancaire international, mondial, avec la crise des subprimes en 2007-2008, mais qui en Europe se traduit par une crise des dettes souveraines et de la zone euro. Là-dessus, Michel Fouché l'a évoqué tout à l'heure, on se retrouve avec une crise qu'on va qualifier de géopolitique, un certain nombre de défis extérieurs que les Européens n'avaient pas vu venir, c'est-à-dire la Russie qui redevient hostile, s'est matérialisée en 2014 par l'annexion de la Crimée et le fait que l'administration Poutine fomente une guerre civile en Ukraine, la crise migratoire, et puis maintenant le fait que la Chine soit devenue un rival stratégique, davantage qu'un partenaire, sans parler bien entendu en 2016 de l'arrivée au pouvoir de Trump qui fait douter du fait que les États-Unis puissent être un allié. Bon. Et puis, dernière crise, si j'ose dire, celle du Brexit, et enfin, crise actuelle, celle de la pandémie. Bien. Par rapport à ces crises, il se trouve que les Européens ne sont pas du tout restés inertes. Ils n'ont pas rien fait. Ils n'ont pas rien fait, bien au contraire. Simplement, aucun des dispositifs qui a été mis en place, traité de Lisbonne pour répondre à l'échec du TCE, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro, ainsi que l'union bancaire, ainsi que le mécanisme européen de stabilité, un espèce de fonds monétaire très important entre 2010 et 2014. Certes, ça permet de résoudre progressivement, sur une durée hélas trop longue, la crise des dettes souveraines, mais ça n'éteint pas l'hostilité, ou en tous les cas les interrogations sur la légitimité de la construction européenne, donc ça ne crée pas une relance. Face à la Russie ou face à la Chine,
ou même face au djihadisme, les Européens ne restent pas inertes, hein, mais pour autant, les solutions, entre guillemets, qu'ils trouvent, les politiques publiques qu'ils mettent en place, ne donnent pas le sentiment, si vous voulez, ne redonnent pas suffisamment confiance aux Européens pour qu'on puisse avoir l'impression d'une relance globale de la construction européenne. Et ce qu'on n'attendait pas arrive avec la lutte contre la pandémie, puisque, d'une manière qui a surpris beaucoup d'observateurs et beaucoup de commentateurs, en particulier ceux qui, ne sont pas forcément au fait de tous les mécanismes institutionnels européens, les Européens ont réagi très vite. Hein, je rappelle, c'est en février fin janvier, début février, qu'on a les premiers cas de Covid en Europe, d'accord ? Et c'est début mars, hein, que, sur proposition de la Commission européenne, se met en place un premier plan, hein, enfin, on va dire une première panoplie de réponses à la crise pandémique, hein, qui vient soutenir les efforts mis en place par les États, qui sont tous en train de confiner leur population. Hein, donc, il y a une coordination entre la BCE, la Banque Centrale Européenne, entre la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. La Commission Européenne elle-même détourne, si j'ose dire, le budget ordinaire de l'Union Européenne pour soutenir les efforts des États s'agissant du chômage partiel, par exemple. C'est grâce à la Commission Européenne qu'on met tout de suite le holà aux premières manifestations qui n'auront duré que 15 jours de nationalisme ou de mercantilisme lié au matériel médical. Hein, vous vous rappelez des épisodes en février sur le fait que les douanes de tel ou tel pays bloquent les ventes de masques ou les transits de masques vers d'autres pays. C'est la Commission européenne qui met le holà à cela, qui organise les premiers appels d'offres conjoints. 21 pays se sont montrés intéressés pour faire venir des respirateurs et des masques dont on manquait cruellement, etc., etc. Et puis, elle souffle au Conseil européen, donc aux chefs d'État et de gouvernement, l'idée qu'il faudrait pondre un plan de relance, hein, en faisant comme si tout ce qu'elle avait fait pendant 6 semaines ne s'apparentait pas déjà à un premier plan de relance. Et donc, le Conseil européen demande à la fin du mois de mars à la Commission européenne de bien vouloir réfléchir et proposer, dans un délai de 2 mois, un plan de relance de l'économie européenne empêchée par la Covid. Les Français et les Allemands, hein, en bonne intelligence avec la Commission européenne, mais sans le dire, sont les premiers, le 18 mai, à faire une proposition pour officiellement un plan européen de relance de l'économie, d'accord, hein, qui est ensuite repris et amplifié, hein, à la fin du mois de mai par la Commission européenne, qui est ensuite adopté en juillet par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, une première fois, qui est adopté une deuxième fois dans le détail au mois de décembre. Et il se passe donc quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire que, avec ce plan de relance et dans un délai extrêmement court, les fameux critères de Maastricht, qui, bien qu'ayant été adoptés dans le cadre du traité du même nom entre 1991 et 1993, sont tout d'un coup rangés au rang des accessoires historiques, puisque pour l'instant, comme vous le savez, ils sont soulevés. Donc on règle en 5 semaines 30 ans de débats qui ont opposé tous les pays européens entre eux et toutes les sociétés européennes entre elles. D'accord ? La question est maintenant de savoir si cette suspension va se prolonger dans le temps ou si on va revenir d'ici 1 an ou 2 à cet ordolibéralisme appliqué à l'Europe. On verra bien, mais en tous les cas, là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une espèce de bifurcation idéologique, hein, et pratique qui a été prise à la faveur de la lutte contre la pandémie. Bon, du coup, tout un tas de pays où les sociétés s'étaient senties, on peut oser le mot, brutalisées par l'ordolibéralisme appliqué aux politiques publiques européennes. Pensons aux Grecs, pensons aux Espagnols, pensons aux Italiens, pensons même parfois à une partie de la société française. Aujourd'hui, si vous voulez, se retrouvent en phase, y compris donc avec la société allemande, une partie de la société hollandaise, une partie de tous ces pays qui considéraient qu'il n'était pas possible de mutualiser les dettes. Parce que le deuxième élément de cette relance économique qui devient donc une relance de la construction européenne, c'est que, enfin, je dis enfin parce que c'est un débat qui a 15 ans, tout le monde est d'accord, même si c'est avec des nuances et avec des schémas d'application qui peuvent être différents, pour considérer que oui, il est
bon, il est utile, il est pertinent que l'Union européenne en tant que telle s'endette en créant des bons du Trésor européen. Et là, évidemment, ce que les économistes disaient depuis 15 ans se réalise, à savoir que l'Union européenne est considérée dans le monde entier par les marchés financiers comme un emprunteur idéal. Hein, vous imaginez un espèce de méta-État, comme dit Jean-Marc Ferry, pour parler de l'Union européenne, qui a zéro dette, qui correspond peu ou prou à la deuxième puissance commerciale et économique du monde, deuxième puissance commerciale, troisième puissance économique du monde, d'accord, qui est assis, on va dire, sur une richesse patrimoniale sans équivalent dans le monde, d'accord, avec des sociétés qui ont un pouvoir d'achat, là aussi, globalement sans équivalent dans le monde, et qui se met à emprunter, mais je veux dire, tous les créanciers, que ce soit votre assurance vie, si vous en avez une, ou les grosses institutions financières, ne demandent qu'à prêter à l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Dès que les premiers bons du Trésor ont été émis par la Commission européenne il y a quelques semaines, ça a été un succès phénoménal. Bon, donc, mon intuition, c'est que même les Hollandais, même les Suédois, même les Finlandais, même les Autrichiens vont avoir du mal à rester insensibles à cette réalité. Voilà. Donc, il se pourrait que cette fois, au bout de 15 ans de crise, une solution qui a été pensée, une politique publique qui a été pensée comme étant une solution pour régler une crise en particulier, celle de la pandémie, puisse jouer ce rôle moteur de relance de la construction européenne, hein, d'autant plus qu'on se rend compte à cette occasion que le Brexit n'a pas eu d'effet domino, le Brexit n'a pas mis l'Union européenne par terre, et que même à certains égards, on arrive à faire des choses avec plus de rapidité, plus de fluidité et plus d'audace que lorsque les Britanniques étaient encore là. Voilà. Alors, est-ce que pour autant, ça va permettre aux Européens d'avoir suffisamment confiance en eux pour régler, en tous les cas pour se saisir des problèmes géopolitiques au sens extérieur très importants et très graves dont Michel parlait tout à l'heure? Évidemment, il n'y a pas de solution de continuité, mais il y a une dynamique. Voilà. Donc, moi, l'hypothèse interprétative que je propose, on verra si elle se vérifie ou non, c'est que, à l'occasion de la réponse à la crise pandémique, les Européens, sans vraiment en avoir eu conscience, hein, eh bien, ont lancé une dynamique de relance de la construction européenne, et on le verra dans les mois ou dans les années à venir. Voilà. Michel Fouché, une remarque, une première remarque, un premier prolongement? Juste pour information, parce que ça n'est pas connu, il y a 55 usines en Europe qui fabriquent des vaccins par achat de brevets. Le milliardième vaccin est sorti début juillet. Donc là, on est à 1,2 milliard vaccinés. Les Européens, alors c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les autres, sont vaccinés en moyenne plus de 12 ans à 70%, 68%. Donc c'est record absolu, même si on a démarré plus tard. Hein. Et on a pu donner déjà aux pays d'Afrique, en particulier, 200 millions de doses. Vous voyez ? Alors ça s'est mis en place lentement, discrètement. En France, on n'en a pratiquement pas parlé. Hein. Mais voilà. Et ça n'était pas une compétence de la Commission, mais, comme le dit Sylvain, ou l'a suggéré, il y a beaucoup d'avancées qui se font hors traité, parce que les traités ne prévoient pas tout. Et face à une situation inédite, eh ben, il faut inventer. Et ça a été fait. Le plan de relance est lié évidemment à une conversion des dirigeants allemands sur la question de la dette. Alors pour des raisons historiques, la dette, l'inflation, c'est l'obsession allemande à cause de l'échec de la République de Weimar. Hein. Bon, très bien, on comprend très bien. Ça reste d'ailleurs un débat pour le prochain gouvernement allemand. Est-ce que ce plan de relance, c'est une seule fois, one shot, ou bien est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Hein, c'est une question qui va être débattue là entre les futurs partenaires de cette coalition feu tricolore qui est en train de se mettre en place. Et donc c'est vrai, face à des défis,
il y a eu une capacité de mobilisation. Et quand on regarde les derniers sondages d'Eurobaromètre, on s'aperçoit que parmi les demandes des opinions publiques, il y a le fait que la Commission européenne s'occupe des questions de santé. Et derrière ça, il y a une idée de solidarité, puisqu'il y a eu des dispositifs de distribution des vaccins. Bon, voilà, je crois que c'est une assez bonne nouvelle. Il n'y en a pas tant que ça pour qu'on en parle dans l'esprit de l'approche, je dirais, positive, réaliste, lucide, positive de Sylvain. Michel, dans les eurobaromètres, les opinions européennes ont aussi demandé plus d'Europe, Sylvain, par rapport au pacte vert. Disons les choses autrement, que l'Europe se saisisse des enjeux globaux, dont les enjeux qui ont trait au réchauffement climatique. Alors justement, ce pacte vert, il orienterait la distribution des fonds européens en fonction du respect par les États des directives qui conduisent en 2050 à une économie décarbonée. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Michel l'évoquait dans la première partie de cette séquence, tout à l'heure, lorsqu'il disait, de façon avérée, que l'Union européenne était, disons, je fais une c'est une image bien sûr. Michel l'a pas dit comme ça, il l'a dit de manière beaucoup plus rigoureuse que je ne vais le dire moi. L'Union européenne et les Européens sont l'avant-garde éclairée de la lutte contre le changement climatique. Alors, c'est toujours pareil avec l'Europe, c'est verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est-à-dire évidemment, même les Européens sont encore très loin du compte. J'ai envie de dire idéalement. Mais comparé aux politiques publiques mises en œuvre partout ailleurs dans l'espace mondial, il est clair que ce sont les Européens, depuis 2008 en réalité, qui ont mis le plus d'énergie, d'encadrement législatif et de moyens, de ressources de tout type, dans la lutte contre le changement climatique. Bon, voilà. Donc, en effet, comme le dit Catherine, la Commission européenne, avec l'accord des États, puisque dans l'Union européenne, dans le fameux système institutionnel dont il était question tout à l'heure, on peut le décrire schématiquement en disant que il y a deux chambres. Il y a la Chambre des États, qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne, qui doit voter où siègent les représentants des États, donc des ministres, en fonction des sujets qui sont abordés. Et puis de temps en temps, c'est le Conseil européen, donc au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Puis il y a la Chambre des citoyens. Alors, il ne faut surtout pas dire Assemblée et Sénat, parce qu'il ne faut surtout pas dire que l'Union européenne est quelque chose qui ressemble un peu, de manière certes assez bizarre, assez différente de ce qui se fait ailleurs, à un État fédéral. Mais dans les faits, c'est que, voilà, si on fait une description clinique et objective, c'est pourtant ça. Donc, la Commission européenne a obtenu, si j'ose dire, l'autorisation tant de la Chambre des États, qu'on appelle donc le Conseil de l'Union européenne, que du Parlement européen, donc la Chambre des citoyens, de faire en sorte que les fonds de ce plan de relance, d'accord, soient fléchés principalement vers deux types de politiques publiques. D'une part, en effet, des investissements qui ont un cahier des charges, transition énergétique, économie décarbonée, et d'autre part, numérisation de l'économie. Et puis, comme vous le savez, il est prévu, le dispositif concret n'est pas encore arrêté, mais il est prévu que le remboursement des emprunts de ce plan de relance soit financé par des ressources propres, par des nouvelles ressources, et les dirigeants européens, nationaux et commission, se sont engagés auprès des citoyens et des électeurs à ce que ça ne soit pas des impôts nationaux. Donc, la Commission, de façon assez habile, a donc du coup pu enfoncer le clou de son projet qu'elle a depuis quelques années de créer ce fameux impôt vert à la frontière, consistant à taxer. En fait, on va établir de nouveaux droits de douane avec le monde extérieur, en fonction, disons, du taux de gaz à effet de serre émis
incorporés dans un produit qu'on va importer en Europe. Et donc, voilà, l'idée, c'est de réussir à financer le remboursement de ces emprunts par des ressources nouvelles qui seront elles-mêmes des ressources fléchées transition énergétique. Voilà. Et donc, ce faisant, si tout ça se passe comme il est prévu que ça se passe, et comme ça a été voté, ratifié par les parlements nationaux, ratifié par le Parlement européen, eh bien, ça veut dire que pour la première fois dans son histoire, sans que ça soit forcément explicité, ce qui à mon avis est dommage, il faudrait l'expliciter davantage pour que les gens sachent bien ce à quoi ils s'engagent, pour pouvoir dire oui ou non. La Commission européenne et donc l'Union européenne sont en train de se doter de leviers d'orientation des politiques publiques économiques, et sans le dire, d'une politique européenne industrielle. Et en effet, ce qui a été mis en place par la Commission européenne, encore une fois, la Commission européenne ne fait rien qui ne soit validé et par la Chambre des États et par la Chambre des citoyens. Donc la Commission européenne, elle propose, mais comme vous le savez, elle n'a pas le pouvoir de voter les lois, puisqu'elle est là, elle est garante de l'intérêt général européen, mais évidemment, elle ne peut agir que si elle a le feu vert et des États et du Parlement. Bien, mais la production de vaccins dont parlait Michel à l'instant, évidemment, c'est une politique industrielle, et d'ailleurs, c'est pas par hasard que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui joue un rôle très important dans tout ça, à un moment donné, elle a dessaisi la commissaire à la santé, du dossier des achats de vaccins, quand on a vu en janvier que ça patinait complètement, et elle l'a confié à Thierry Breton, non pas parce que c'est Thierry Breton, mais parce qu'il est commissaire au marché intérieur, c'est-à-dire à la dynamisation et au respect de la législation sur les conditions de production et la création d'un grand espace, d'un espace européen où on peut produire avec une concurrence libre et non faussée. Et donc, cette capacité qu'ont aujourd'hui les Européens à produire des vaccins, même si ce n'est pas des brevets européens, elle est en partie due à l'action de la Commission, pilotée pour ce dossier par Thierry Breton. Donc je ne sais pas si ça répond, Catherine, à ta question, mais oui, c'est-à-dire que là, il va y avoir des avancées d'autant plus importantes. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit par Michel tout à l'heure sur les élections européennes, moi je suis... Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, moi, l'hypothèse que je propose, c'est que je suis frappé par le fait que tout ce qui est en train de se passer là vient après les élections européennes de 2019. Or, les élections européennes de 2019, disons, schématiquement, il y a deux choses prégnantes. D'abord, c'est le regain de participation dans toute l'Europe. Et ce regain de participation, d'accord, c'est pas une vague, c'est pas un tsunami, mais c'est un regain de participation après 15 ans, même 20 ans de chute régulière. Il est, pour autant qu'on puisse le comprendre dans les enquêtes, principalement corrélé à une surmobilisation des vingtenaires et des trentenaires. D'accord ? Par ailleurs, ce regain de participation a plutôt profité aux partis aux familles politiques qu'on peut qualifier les plus fédéralistes ou les plus pro-européennes. C'est pas seulement une question, c'est pas une question idéologique. Ça veut dire les familles politiques qui considèrent que les solutions seront d'autant mieux trouvées qu'on mutualise. C'est pas forcément qu'ils sont euro-BA ou militants de l'Europe. Vous voyez, ils pensent que on arrivera mieux ou moins mal en mutualisant à l'échelle européenne. Voilà. Et d'une manière qui peut paraître paradoxale, mais c'est comme ça, il se trouve que les familles politiques qui ont été à l'origine de cette idée qu'en mutualisant, on y arriverait mieux ou moins mal, c'est-à-dire schématiquement les démocrates chrétiens, Adenauer à l'époque, ou Schuman à l'époque, aujourd'hui Angela Merkel par exemple, et les socialistes ou les sociodémocrates, sont aujourd'hui, davantage qu'hier, des grandes familles politiques divisées ou traversées par des débats entre des gens qui continuent à penser ça et des gens comme Viktor Orban, bon, même si maintenant il a quitté le PPE, qui pensent que c'est moins le cas. Voilà, qui pensent que l'Europe c'est bien, mais à la condition qu'on fasse une alliance des nations. Bon. Et donc, c'est chez les libéraux ou les centristes et chez les Verts, d'accord, qu'on trouve le plus de gens qui pensent que la solution, elle est là. Donc vous voyez, il y a une convergence, il y a une surreprésentation dans les votes entre la mobilisation des vingtenaires et des trentenaires et le vote des Verts ou des libéraux, ce qui au Parlement européen donne le groupe Renew Europe. Et comme vous le savez, c'est les Verts qui ont le plus progressé au Parlement européen. Donc, c'est pas par hasard que la commission d'Ursula von der Leyen, si vous voulez, met tellement le paquet
sur la transition énergétique. Parce que, si vous voulez, elle est comme n'importe quel Premier ministre dans n'importe quel État membre, régime parlementaire oblige, de l'Union européenne. C'est-à-dire elle est quand même un peu obligée de faire la politique de son opinion publique et de ses électeurs. Très bien. Merci Sylvain. On va peut-être passer maintenant à des questions dans la salle, puisqu'on a un peu de temps pour le débat. Donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de prendre 2-3 questions en même temps, hein, pour regrouper et synthétiser un peu pour qu'on puisse avoir des échanges plus nombreux. Y a-t-il des premières questions ? À tout là-haut. Ah, elle a des yeux extraordinaires. Sinon, j'ai le micro. Bon, le micro. Oui, c'est bon. Non, allez-y en bas. Oui. Si je puis me permettre, est-ce que je peux revenir sur l'intervention de Monsieur Fouché Mais vous avez la parole. Alors, je vous pose une question venant là de Mayotte. Le président de la République dans l'océan Indien, il y a 2 ans, a annoncé que la France adhérait à l'association des États riverains de l'océan Indien. Et je voulais savoir ce qu'apportait cette initiative diplomatique, ou si vous n'en avez pas parlé, si c'est une coquille vide, ou si ça va être un point d'appui justement important pour la France, et par extension pour la politique européenne dans l'Indo-Pacifique. Monsieur Fouché, s'il vous plaît. Ouais. Alors, on regroupe les questions, hein. Mais je voudrais saluer nos 2 collègues de Mayotte. Hein. C'est un des intérêts quand même du plan académique de formation. C'est que plan national, pardon. C'est que l'ensemble des académies de France métropolitaine et d'outre-mer envoient des collègues se former, ce qui est quand même un exemple tout à fait intéressant. Moi, j'ai une question. Vous avez évoqué, Monsieur Sylvain Kahn, la question du fonds de relance, qui est un fonds de relance à 750 milliards d'euros, c'est ça ? Oui. Voilà. Vous n'avez pas évoqué dans tout ça la question qui a été mise en avant à un moment donné, c'était la levée des brevets. Où en est-on aujourd'hui de cette question ? Et puisqu'on est encore lié par les traités, est-ce que la question un jour de l'expropriation peut-être de ces brevets sera, enfin pas l'expropriation, mais peut-être la prise en main des brevets par l'Union européenne, et donc peut-être la mise en place d'une structure de santé européenne digne de ce nom, est à l'ordre du jour. Voilà. Est-ce que dans les débats à la Commission, c'est des questions qui se posent? Parce que là, il y a quand même un problème de santé publique et peut-être même mondial. Très bien. Y a-t-il une 3e question? Oui. Elle a une vue magnifique dans le... Serge est là-haut, oui. Mais il est d'une discrétion, Serge. On voit à peine son doigt se lever dans le... Merci. Ma question est provoquée par l'autre question du collègue de Mayotte qui a parlé d'Indo-Pacifique. Alors j'aimerais savoir ce que Michel Fouché, vous pensez de l'Indo-Pacifique. Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est une réalité stratégique? Ou est-ce que c'est un terme finalement un peu fumeux? Parce que c'est quand même 60% de la surface du globe. Merci. Très bien. Je propose que Michel commence dans le... C'est un concept flottant. Alors, à l'origine, tous les concepts à la mode ont plusieurs géniteurs, si j'ose dire. Donc Shinzo Abe, le Japon, dans un rapprochement avec l'Indonésie et avec l'Inde. C'est repris par les Australiens, naturellement, puis par les Britanniques, les Français et les Américains. Alors là aussi, attention, vous avez raison, enfin 60% de la surface maritime océanique mondiale, est-ce que ça a du sens? L'intérêt de cette perspective, c'est que ça nous permet de sortir de la vision strictement Indo-Pacifique, Asie-Pacifique, vous vous souvenez, pendant très très longtemps, 20 ans, surtout d'ailleurs dans un contexte plus géoéconomique. On parlait de l'Asie-Pacifique en anglais. En français, on a traduit, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Asie-Pacifique, mais c'était, vous savez, nouveau foyer, nouveau pôle, nouveau centre du monde au plan économique en termes de croissance par rapport à l'espace euro-atlantique. Bon, je crois qu'il faut se méfier de ces généralisations.
Alors, quand en France, quand le ministère de la Défense, les autorités françaises évoquent ce terme, évidemment, c'est une façon de revendiquer un rôle plus actif pour la France dans des parties du monde où elle a des territoires et des intérêts et des ressortissants, à peu près 2 millions de ressortissants. En sachant qu'il y a 2 ensembles, il y a l'océan Indien occidental, avec la Réunion, Mayotte, et des dialogues stratégiques avec l'île Maurice, Madagascar n'a pas beaucoup de moyens, le Mozambique, les Seychelles, qui sont un archipel plutôt bien géré, etc., etc. Donc ça, c'est une façon au fond, vous savez, Fernand Braudel disait quelque chose de très juste. La France a tourné le dos à la mer. Pourquoi? Parce que nos rois se sont battus justement sur les frontières de l'Est. Et contre, en gros, l'obsession des rois de France, c'était les Britanniques, mais surtout l'empereur. Hein, l'empereur, le Saint-Empire romain germanique, puis après Charles Quint, tout ça. On a globalement tourné le dos à la mer, à différence des Britanniques. Donc, il y a cette idée de ne plus tourner le dos à la mer. Et du côté du Pacifique Sud, bien sûr Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et puis surtout la Polynésie. Alors, il faut bien voir qu'on n'a pas les moyens militaires de défendre ces territoires. On a très peu de bateaux à Nouméa, très très peu de bateaux. Il y a beaucoup d'affichage dans tout ça. Il y a beaucoup d'affichage, et c'est un concept évidemment qui sert de... C'est comme la famille euro-atlantique, si vous voulez. On associe, c'est une façon d'associer l'Inde, le Japon, l'Australie et d'autres, bien sûr les États-Unis, dans une espèce de contre-alliance. De contre-alliance, oui, je parlais d'Alexandre tout à l'heure, c'est ça. C'est pas une sainte alliance, c'est une contre-alliance contre l'expansionnisme chinois qui est réel. Alors personnellement, je doute que les Indiens ne s'installent dans quelconque alliance. 1,5 milliard d'habitants. L'Inde, c'est un monde, c'est un État-civilisation qui ne s'alignera jamais sur qui que ce soit. À la différence des Australiens. Que c'est un petit pays, enfin c'est plus grand que la Chine, c'est très riche et il y a 30 millions d'habitants. C'est indéfendable, c'est indéfendable l'Australie. Sauf s'il y a un grand frère, un vrai protecteur. Donc, c'est un regroupement stratégique contre la poussée chinoise. En fait, c'est une métaphore spatiale qui masque une stratégie qu'on appelait autrefois contre l'Union soviétique, une stratégie de containment, d'endiguement, de contention. Vous voyez, mais dans le cas de la France, il y a un élément supplémentaire, c'est la présence de territoires. Et je pense que tout ce qui peut permettre, si vous voulez, à ces territoires, on pense à Mayotte, je ne connais pas Mayotte, mais de se désenclaver est une bonne chose. Quand j'étais dans une session de l'IHEDN, donc à Nouméa, j'avais testé l'idée auprès du haut-commissaire et auprès de l'association régionale de l'IHEDN, très active. Je leur avais dit, regardez à Hawaï, il y a des centres de recherche, des think tanks, de premier plan, sur les questions, justement, Asie-Pacifique. Mais à Hawaï, pas à Los Angeles ou à Washington, à Hawaï. Et je disais à Nouméa, vous devriez créer, avec le Parlement, le haut-commissaire, les géographes de l'université, etc., vous devriez créer une espèce de centre de recherche qui ferait un peu de prospective stratégique sur l'avenir de la région et donner justement à votre île une espèce de compétence pour, se désenclaver, parce qu'ils sont quand même complètement enclavés, intellectuellement, et pour jouer un rôle. On peut, quand on pense, et qu'on le fait savoir, si vous voulez, on joue un rôle plus grand que soi. Et je pense que pour Mayotte, il faut développer des compétences, des réflexions, des interrogations, et organiser un colloque régional. Il y a déjà des dialogues de l'océan Indien. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Simplement, il faudrait que la métropole y mette beaucoup plus de moyens.
hein. Mais moi, je vous suggère de réfléchir à l'idée de créer à Mayotte une espèce de centre de recherche géopolitique, lié aux profs, aux chercheurs, faire venir des gens, il faut quand même 3 sous, mais enfin, en général, dans ces territoires, on trouve de l'argent. Et justement, avoir vous-même votre pensée sur ces régions, sur cette région-là, cette vaste région de l'océan Indien occidental, qui heureusement n'est pas hostile, enfin sauf le djihadisme dans le nord du Mozambique et en Somalie, mais ça c'est encore, disons, c'est identifié, c'est littoral, c'est plus ou moins bien maîtrisé. Il y a quelque chose là, moi c'est ma réponse si vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une petite partie de la réponse à la question que vous me posez vous-même. Vous voyez comment et c'est pas de l'entourloupe, ce que je dis. C'est vraiment, après tout, pourquoi ne seriez-vous pas vous-même qui posez cette question, et vous n'êtes pas le seul à Mayotte, ne seriez pas vous-même contributeur pour donner de la substance, non pas au concept d'Indo-Pacifique, mais à sa dimension océan Indien occidental. Parce qu'il y a la Réunion, il y a Maurice, Maurice c'est quand même très très ouvert, de temps en temps il y a l'Inde, il peut y avoir la Tanzanie, j'en sais rien, le Kenya certainement, pourquoi pas l'Afrique du Sud, il y a toute une réflexion en Afrique du Sud là-dessus, même si c'est un pays vraiment en crise sociale profonde. Donc voilà un peu comment je vous répondrai. Mais en effet, évidemment, il y a des effets d'annonce. Et ce concept français, bon, il a été mis en place par Jean-Yves Le Drian, adopté par Jean-Yves Le Drian quand il était ministre de la Défense, mais Jean-Yves Le Drian disait « Je suis ministre de la Défense et des industries de défense ». Donc, des contrats de sous-marins Scorpène à Bombay, les contrats Rafale en Inde, des contrats de sous-marins en Malaisie, une base militaire à Abu Dhabi, parce que ça fait partie du dispositif, ça c'est à la demande des Émiratis, la base militaire française très active, et puis le contrat australien, qui est un contrat qui fait sans doute du sens au plan industriel, mais culturellement, ce contrat n'avait pas de sens. Je vous le dis franchement, il n'avait pas de sens. Culturellement, il n'était pas accepté. Voilà. Donc, on devrait plutôt, nous, Français, nous concentrer sur l'océan Indien occidental et le Pacifique Sud, là où on a des intérêts directs. Puis de temps en temps, on envoie un bateau en mer de Chine, une fois par an. Le bateau qui s'appelle Dupont de l'Homme, qui est un gros bateau avec des ballons, c'est un bateau de renseignement. Bon, de temps en temps, on fait ça, où on a envoyé un sous-marin pendant quelques mois. Mais c'est pas ça notre truc. On va pas aller titiller la Chine. Occupons-nous de nos propres territoires. Moi, c'est ma réponse. Oui, et puis vous invitez Michel Fouché à Mamoudzou. Pas du tout. Pascal Orsier y est allé. Et puis vous avez la diaspora de Marseille. Vous avez la diaspora de Marseille. Ils ont de l'argent, ils ont des commerces florissants, ils peuvent financer votre think tank. Nous allons être obligés d'arrêter. Nous avons largement dépassé le temps, mais peut-être Sylvain, très brièvement, la réponse à la question de monsieur, et puis nous arrêtons. Pardon. En effet, la réponse peut être très brève, puisqu'elle est non à votre question. Il y a eu un débat assez bref qui se conclut par le fait que l'Union européenne, donc l'ensemble des décideurs et des acteurs européens, n'envisagent pas de verser les brevets du vaccin dans le domaine public et donc de les faire passer, si j'ose dire, dans les pays en voie de développement. Et l'Union européenne, comme ça a été dit tout à l'heure, préfère, je réponds factuellement, préfère, dans le cadre de sa politique d'aide au développement, donner, être le premier contributeur mondial de dons de vaccins contre le Covid aux pays en voie de développement. Voilà. C'est la réponse factuelle à votre question. Très bien. Alors, un signalement. Les images que vous avez vues du CNES sont en accès libre et gratuit sur le site du CNES. Vous tapez GéoImages, pardon. On a fait avec Michel Fouché. Michel a dirigé une exposition en Normandie, à Châtel-Guyon, sur les frontières du monde.
À La Roche-Guyon, pardon, je fatigue. Sur les frontières du monde. Vous avez une exposition qui est là à François Mitterrand sur les frontières de l'Europe, avec des images de satellites. Ce sont des nouveaux outils qui sont à votre disposition pour l'enseignement et la recherche. Donc, emparez-vous et faites-les tourner auprès de vos lycéens, collégiens ou étudiants. Et un grand merci à vous qui êtes restés toute la matinée au-delà du temps. Et merci à Michel Fouché et à Sylvain Kahn. Merci beaucoup. Et le numéro d'historien géographe. Et n'oubliez pas le numéro d'historien géographe avec le dossier Europe.